Bonjour, soyez les bienvenus dans votre dimanche en politique sur France 3 Paris, Île-de-France. À Paris, la campagne des municipales est plus que lancée. Les déclarations de candidature se multiplient. La dernière, celle de Benjamin Griveaux, qui a donc quitté le gouvernement cette semaine. Notre invité ce dimanche va donc réagir à cette déclaration de candidature. Une invitée qui fait souvent parler d'elle alors qu'elle apparaît plus qu'isolée au Conseil de Paris. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Vous êtes conseillère donc, de Paris, élue du 20e et oratrice de la France Insoumise qui vient de lancer sa campagne, plutôt sa pré-campagne, on en parlera. Nous recevrons également en deuxième partie d'émission pour vous apporter la contradiction Jérôme Dubu du groupe PPCI au Conseil de Paris. On les surnomme les macronistes de droite. Avec cette question pour ce débat, faut-il encore construire à Paris puisque c'est l'un de vos axes de campagne? Il faut arrêter la bétonisation de la capitale selon vous. Avec votre tempérament et vos prises de position, on parle souvent de vous. La dernière déclaration qui a trouvé un écho médiatique, eh bien, c'était en début de semaine. Vous souhaitez tout simplement annuler les JO de Paris 2024 pour, je cite, une justice climatique et sociale. Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour annuler les JO ? Non, c'est jamais trop tard. Alors évidemment, j'avais pris position dès le début contre les Jeux Olympiques. Il faut savoir que, par exemple, à Denver, dans les années 70, alors que les Jeux Olympiques avaient été décidés, eh bien, 2 années plus tard, c'était les citoyens qui avaient obtenu l'organisation d'un référendum sur l'État du Colorado et qui avaient obtenu l'annulation des Jeux Olympiques. Donc, il n'est jamais trop tard. On peut toujours. Ce qu'il faut se dire, c'est que on est face à une urgence climatique. Regardez le GIEC, le rapport du GIEC nous dit finalement on a 11 ans avant d'atteindre 1,5 degré. Donc je reprendrai finalement cette expression de Greta Thunberg, vous savez cette jeune collégienne qui encourage l'ensemble de notre jeunesse à faire grève pour le climat. Elle dit finalement on est dans un bus qui fonce dans le mur. Est-ce qu'on accélère ou est-ce qu'on freine un grand coup ? Ça veut dire qu'il faut arrêter tous ces grands événements internationaux ? Il faut se poser la question, aujourd'hui, les Jeux Olympiques, selon moi, sont un accélérateur à mesure anti-écologique. Au niveau de la métropolisation, c'est vraiment un accélérateur à métropolisation. C'est au nom des Jeux Olympiques, par exemple, au nom de la loi olympique, qu'on nous fait accélérer la tour triangle, qui est totalement énergivore. C'est au nom des Jeux Olympiques qu'on veut accélérer l'Europa City, ce grand centre commercial géant, qu'on veut accélérer, par exemple, la livraison du terminal 4 de l'aéroport de Charles de Gaulle, qui va augmenter de 40 millions le nombre de passagers, de voyageurs par an. C'est un problème d'un point de vue de notre empreinte carbone aberrant. Ça, c'est pour l'écologie, mais c'est aussi de la rénovation urbaine à travers ces JO. Et c'est une quinzaine de sites qui sont construits ou rénovés. Par exemple, on va le voir sur cette carte qui va s'afficher. Par exemple, pour les centres d'entraînement. Et c'est essentiellement la Seine-Saint-Denis qui va en profiter. Est-ce que c'est des gens des populations qui ont besoin d'équipements publics? Est-ce que ça, c'est pas quand même un point positif à vos yeux? Dans la Seine-Saint-Denis, il commence à y avoir de plus en plus de collectifs d'habitants, de citoyens, d'associations qui aussi s'y opposent. Parce que finalement, on se retrouve avec les arbitrages qui ne correspondent pas aux besoins. Au lieu de se dire, par exemple, il y a un retard sur le plan nager en Île-de-France et notamment dans la Seine-Saint-Denis. On aurait besoin d'au moins une dizaine de bassins-écoles. Eh bien, pour le même prix, on va faire simplement une grande piscine olympique qui ne profitera pas aux populations. Vous avez aussi un autre problème qui est la sous-évaluation des budgets. Bon, comme vous le savez, il y a déjà la Cour des comptes qui a pointé qu'il y avait au moins 625 millions d'euros de dépassement. Mais ils ont revu la trajectoire justement pour exactement. éviter, Et si vous prenez par exemple la seule rénovation du Stade de France, c'est totalement sous-évalué. On nous promet une rénovation du Stade de France pour 50 millions d'euros. Finalement, on se rend compte qu'ils se sont trompés entre le prix TTC et le prix hors taxe. On se rend compte que ce n'est pas le budget simplement pour le Stade de France, mais ça englobe l'ensemble des travaux environnement. Donc, on sait qu'on va exploser les budgets. Et surtout, les arbitrages sont faits non pas en fonction des besoins de la population, mais en fonction, finalement, de grands équipements sur les Jeux Olympiques. Regardez, c'est le grand métro qui va relier Charles de Gaulle et la gare de l'Est pour un prix de ticket entre 23 et 29 euros. Alors, le Charles de Gaulle Express, alors qu'on aurait besoin de mettre un deuxième niveau sur le RER B. Donc, on n'est pas sur des arbitrages dans l'intérêt du sport pour tous, dans l'intérêt des habitants, dans l'intérêt des équipements du quotidien.
mais on va être sur une logique de financiarisation et d'accélération de la gentrification de la métropole. Alors, le message est entendu. On en vient à l'une des actualités de cette semaine. Eh bien, c'est la sortie du gouvernement de Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux qui a mis fin suspense insoutenable. Oui, il sera bien candidat à Paris. On va donc partir. Et il va partir à la rencontre des Parisiens. On l'écoute au micro de William Lonky. Il faut aimer les gens. Il faut aimer aller à leur rencontre. Il faut aimer leurs problèmes. Il faut aimer leurs emmerdes. Il faut aimer régler ces problèmes-là. Si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas être maire. Moi, j'aime apporter des solutions concrètes aux problèmes. C'est au fond ça qui est le moteur de mon action politique. Et donc, une bataille pour les municipales et après être maire, c'est régler les problèmes du quotidien. Et il y a beaucoup d'obstacles dans la vie des Parisiens quotidiens qui sont pris individuellement surmontables. Mais quand on les met tous, quand on les additionne, c'est là où la difficulté naît. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Les problèmes sont nombreux à Paris? Oui, bien sûr. Et puis, il faut savoir que les problèmes locaux sont aussi bien souvent des problèmes globaux, qui sont liés à des choix politiques municipaux, gouvernementaux et aussi européens. Qu'est-ce qui vous inspire, cette candidature de cette candidature de Monsieur Benjamin Griveaux, elle m'inspire ce souvenir que la fin de la mandature de Delanoë s'est soldée par ce scandale de la canopée des Halles. C'était Madame Hidalgo qui était la première adjointe. Ils avaient vendu le ventre de Paris, le cœur de Paris à travers le chantier des Halles, un grand groupe qui s'appelle Unibail. Et c'était vraiment une très mauvaise affaire pour les Parisiennes et les Parisiens. Et celui qui était responsable de la communication d'Unibail, c'est-à-dire le responsable lobbyiste, payé par ailleurs à 17 000 €, eh bien c'est justement Monsieur Benjamin Griveaux. Donc en fait, Madame Hidalgo a vendu le ventre de Paris, Monsieur Griveaux l'a acheté. Voilà. Donc en fait, on a la maire des lobbies et on a le candidat lobbyiste à la mairie de Paris. Et finalement, d'ailleurs, c'est quand même assez bonnet blanc et blanc bonnet entre Monsieur Griveaux et Madame Hidalgo. Je remarque que l'ancien adjoint aux finances vient d'apporter ce soutien à Benjamin Griveaux. Donc on voit bien que c'est un petit monde ça. Et les élections municipales, ça ne doit pas être l'occasion d'arbitrer entre des nuances de macronisme. Voilà, je pense qu'il faut montrer qu'il y a une autre conception de notre ville à construire. Alors, vous êtes vous-même en campagne et ce lancement de campagne, si on peut dire, est accompagné d'un nouveau spectacle, puisque vous avez l'habitude de monter sur les planches. Je vous propose d'en regarder un extrait. Conseil de Paris, de plus en plus, ça ressemble un peu à une salle des enchères. Une salle des enchères où tout est vendu au plus offrant. Allez, un grand centre commercial en zone touristique internationale. Hyper intéressant. On pourra permettre justement l'ouverture des commerces toute la semaine, même le dimanche. Et puis en soirée, les gens seront plus heureux derrière leur caddie. Alors voilà cet extrait de spectacle. Vous êtes en train à la France Insoumise. Alors, il y a la préparation d'une liste citoyenne soutenue par la France Insoumise. C'est pas clairement estampillé France Insoumise, mais est-ce que c'est vous qui allez l'incarner réellement? Alors notre priorité pour l'instant, c'est les élections européennes. Les élections européennes du 26 mai et donc le soutien à la liste Maintenant le Peuple qui est conduite par Manon Bry. C'est pour nous extrêmement important parce que justement toutes les politiques d'austérité qui sont imposées aux collectivités par lesquelles M. Macron impose justement des mises sous tutelle de Bercy, ça vient des directives libérales européennes ainsi que la casse de nos services publics. Et en ce moment on veut mettre en concurrence les lignes de bus, tout cela. Donc notre priorité c'est les européennes. Mais on enclenche une dynamique citoyenne à travers le mouvement Paris en commun. Eh bien, un slogan que vous partagez d'ailleurs avec les socialistes. Alors, oui, alors Madame Hidalgo nous a envoyé, nous a envoyé ses avocats pour nous interdire d'utiliser le terme, hein, puisqu'elle veut déposer Paris en commun dès demain. Bon, ça fait quand même trois mandatures qui sont aux manettes et qu'ils pouvaient faire le Paris en commun. Ils sont préférés dans leur politique faire le pari de quelques-uns. Nous le faisons concrètement. C'est-à-dire que Paris en commun, c'est un mouvement citoyen. Vous avez plus d'une 25 groupes thématiques où des citoyens, des citoyennes s'impliquent, auditionnent des associations, des intellectuels, des syndicalistes par le biais d'une plateforme. Et donc c'est vraiment l'auto-organisation pour d'abord faire le projet, faire des actions de terrain. Pour incarner cette liste, pour être à la tête de liste. Tout le monde sait que j'ai proposé ma candidature. On procédera dans la France Insoumise à la désignation après les européennes. Mais c'est vrai que nous, notre démarche, c'est d'abord la dynamique citoyenne, le projet, le programme.
Et après, la question des candidats sur l'ensemble des arrondissements. Alors, il y a eu un sondage qui est sorti le week-end dernier. Benjamin Griveaux, lui, il est crédité de 22% des voix. Anne Hidalgo, 24%. Elle reprend un peu du poil de la bête. Quant à vous, dans ce sondage, vous êtes crédité autour des 8%. Elle peut nous faire perdre, disait en mai dernier à Libération un élu PS de Paris au sujet de vous-même. Est-ce que c'est votre objectif de faire battre Anne Hidalgo? Écoutez, moi, mon objectif, c'est de montrer qu'on peut penser Paris autrement. Voilà. Mon objectif, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité à voir Paris, cette ville, vraiment, où on pourrait résumer les mandatures à ces 3 mots. Gentrification, hein, gentry, ça veut dire que maintenant, c'est la deuxième ville la plus chère du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Paris perd des habitants. C'est-à-dire que les classes populaires et moyennes sont de plus en plus nombreuses à quitter Paris. On est en chute démographique, tellement c'est devenu une ville de la spéculation et non pas une ville pour y vivre. Voilà. Et c'est le problème de la bétonisation, c'est le problème de la privatisation. On peut penser autrement. Mais c'est vrai que notre première bataille, ça doit être la bataille contre la résignation. Pour que celles et ceux qui voient bien toutes les difficultés qu'il y a à Paris ne se résignent pas et se disent oui, il y a une autre politique possible. On peut inventer un Paris populaire qui respire. On peut inventer un Paris qui Mais avec qui, parce que vous êtes toute seule. Au Conseil de Paris, vous êtes isolée. Là, il n'y aura pas d'alliance dans le cadre de cette campagne municipale. Est-ce que ça ne fait pas de vous une simple agitatrice politique, entre guillemets? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je l'ai prouvé. En fait, depuis le début de la mandature, je suis seule, c'est vrai, hein, seule conseillère de Paris insoumise. Mais chaque séance du Conseil de Paris, je les prépare avec énormément de citoyens, énormément de gens qui m'alertent sur des sujets. Là, à ce Conseil, je présente 30 vœux à moi toute seule, mais je vous rassure, je n'ai pas écrit moi-même ces 30 textes qui vont être soumis au vote du Conseil de Paris. C'est une manière, 30 vœux, vous savez, c'est plus important que certains groupes. Bon. Mais parce que derrière, il y a plein de collectifs différents. Alors ça peut être des parents d'élèves, ça peut être des locataires, ça peut être des associations qui ne se satisfont pas d'un problème, et nous travaillons ensemble. Et cette dynamique-là citoyenne, je pense qu'elle peut ouvrir des possibles qui, certes, les inquiètent beaucoup. Mais là, 8%... Oh, vous savez, on est à un an des élections municipales, et puis il faut voir le détail du sondage, comment ça se passe d'un arrondissement à un autre. Ça fonctionne par arrondissement. Je sais que la complication. Dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, mais aussi dans le 10, 11, 12, 13, 14, il se passe des choses très intéressantes sur le terrain. C'est-à-dire ? Eh bien, il s'agit de mobilisation de gens qui, bien sûr, qui se disent mais en fait, ça suffit, on peut peut-être penser les choses autrement. On nous coupe les arbres, on laisse dégrader tel équipement, on supprime un terrain en accès libre pour les jeunes, ou bien c'est notre service public qui dysfonctionne. Bon, c'est pas possible. On peut prendre les choses en main. Donc il y a une volonté de reprendre en main les politiques publiques menées en leur nom. On parlait d'écologie. L'association Respire a dressé une carte scolaire de la pollution cette semaine. Eh bien, 85% des établissements franciliens, de la crèche au lycée, ne respectent pas les recommandations de l'OMS sur les particules fines, par exemple. Mais le rapport note une nette amélioration, notamment à Paris, par exemple, sur le dioxyde d'azote. Les établissements qui sont à côté de zones où les normes sont dépassées seraient de passer de 66% à 26% entre 2012 et 2017. Est-ce que vous reconnaissez, parce que c'est dû au renouvellement du parc automobile, mais est-ce que vous reconnaissez c'est quelque part des résultats de la politique qui est menée par la municipalité actuelle? Hélas, je sais que j'ai vu la communication de Madame Hidalgo qui faisait un auto-satisfecit. Franchement, je pense que la situation est extrêmement préoccupante. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Voilà, il y a une situation très problématique, et notamment les particules fines, c'est extrêmement dangereux. Voilà, Est-ce qu'il faut accélérer le calendrier critère, par exemple, comme le souhaitent les écologistes? Alors, bien sûr, il y a ça à prendre, mais surtout, il faut avoir une vision globale. Vous savez, la piétonisation des voies sur berge, c'est une chose, mais si vous n'avez pas une analyse globale de l'ensemble des déplacements à l'échelle, pas simplement de Paris, mais plus large, le problème reste entier. Sur les 10 dernières années, les distances domicile-travail des Parisiens et des Franciliens ont augmenté.
C'est-à-dire qu'on est toujours dans un désaménagement du territoire où vous avez une spécialisation des zones. Là, on travaille. Là, c'est là où on va héberger les classes populaires moins favorisées au fin fond du 93. Les classes moyennes, on va les mettre dans l'étalement urbain, c'est les Marnais. Ceux qui peuvent encore vivre à Paris parce qu'il y avait déjà des appartements, ils vont y rester. Mais les distances domicile-travail par cet aménagement fou continuent à s'allonger. Donc on ne résout pas le problème. La question de la pollution à Paris est étroitement liée à la question de la spéculation. Tant qu'on ne s'attaque pas à la question de la spéculation, le problème restera entier. Eh bien, vous faites notre lien naturellement avec notre deuxième partie, puisqu'on va justement parler d'urbanisme. C'est l'un de vos axes de campagne. Mais avant, direction le quartier Ménilmontant, où un projet de construction de logements suscite l'opposition des riverains, mais aussi d'élus de gauche comme de droite. Il faut dire que la mairie de Paris a décidé de construire sur un terrain d'éducation physique. Des mobilisations ont régulièrement lieu sur place. William Vanqui. Une chaîne humaine pour barrer la route aux pelleteuses. Des élus de tous bords, des militants écologistes et quelques habitants du quartier Ménilmontant. Il y a ceux qui regrettent l'époque des terrains de sport et jardins partagés sur cette parcelle de 5000 m². Quand moi je me rappelle, j'étais au lycée à côté, on allait tout le temps ici s'éclater, c'était le seul endroit où on pouvait vraiment se poser. C'était quand même un lieu convivial pour tout le monde. Il y avait un petit jardin où les familles pique-niquaient. Et puis, il y a ceux qui s'inquiètent de la suite. Le bâtiment va être là, déjà. 2 immeubles prévus et un gymnase avec un terrain de sport sur le toit. On va entendre des ballons, tac, 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 tac. Donc de 7h du matin à 22h tous les jours. En mairie du 11e arrondissement, on met plutôt en avant le point de collecte des encombrants en sous-sol et la création de 83 logements sociaux. Ma responsabilité, c'est de porter l'intérêt général et donc c'est de faire en sorte que la ville fonctionne mieux. Elle fonctionne mieux quand on arrête de renvoyer les pauvres et les déchets. Là, c'est ce dont on parle en banlieue, voire même plus loin. Mais quand notre ville comporte toutes les fonctions qui lui permettent de bien marcher. À l'approche des municipales, les Verts parisiens, eux, veulent faire de ce projet un symbole de leur divergence avec Anne Hidalgo. Il y a une vision qui consiste à rentabiliser, à bétoniser des parcelles qui sont disponibles, pas forcément d'ailleurs pour du logement, on le voit avec la ZAC Bercy-Charenton où il y a des tours de bureaux qui vont être construites. Et puis de l'autre côté, une vision que nous défendons qui est une vision d'une ville dédensifiée, d'une ville où on préserve des espaces verts. La livraison des immeubles et des équipements est prévue d'ici 2 ans. Alors, le débat a déjà commencé sur ce plateau. Nous accueillons notre deuxième invité pour vous apporter la contradiction d'Annette Simonet. Bonjour Jérôme Dubu. Bonjour. Alors, je le disais en début d'émission, vous êtes conseiller de Paris et porte-parole du groupe PPCI, les macronistes de droite, comme on le surnomme, au sein du Conseil de Paris. Mais ça n'existe pas, les macronistes de gauche. Hein. On vous a prévenu, non? Si, il y en a. Il y a un groupe qui se revendique macroniste de gauche. Il y a le groupe PS Canal Historique, mais ça ne le rend pas plus de gauche. Non. C'est le SDP. Ils sont en marche. De l'extrême libéralisme. Voilà. Ils ont pris leur envol, ils sont en marche. Alors, on a vu ce sujet sur le quartier de Ménilmontant qui suscite de vives oppositions. C'est pas le seul projet qui divise. On a la construction de tours qui fait aussi, bien sûr, polémique, la tour Triangle, vous en parliez tout à l'heure. Des projets en cours dans le 13e arrondissement, mais aussi de l'autre côté de la Seine, dans le 12e, avec ce projet de Bercy-Charenton qui prévoit notamment la construction de quelques tours. Vous parliez tout à l'heure d'étalement urbain, vous dénonciez cet étalement urbain et en même temps vous vous opposez au bétonnage de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un non-sens ? En fait, il faut soutenir la ville dense, mais pas la ville hyper dense. Il faut savoir que Paris, en fait, est une des villes d'Europe les plus denses. Ou si vous enlevez le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, il y a à peine 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Avec l'ensemble des problématiques de réchauffement climatique, c'est une aberration, parce qu'on est sur des problématiques de dôme de chaleur. Et la stratégie de la ville, c'est dès qu'il y a la moindre dent creuse, dès qu'il y a la moindre friche, dès qu'il y a le moindre espace vert ou espace non construit, ça y est, tout de suite, il faut bétonner. Alors avec un discours où c'est soi-disant pour faire du logement social, mais en plus, quand on regarde dans la vérité... des faits, on est quand même, par exemple, sur les 6 tours de Bercy-Charenton, on a 60% de bureaux, on a ensuite 30% de logements privés, et dans le reste du logement social, on est en plus sur une répartition où c'est pas les classes populaires les plus défavorisées qui sont forcément priorisées. Alors, Jérôme Dubu, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette vision? Écoutez, forcément? D'abord, Daniel Simonet a beaucoup changé.
puisque entre 2008 et 2014, elle était dans la majorité et elle a soutenu tous les projets de Bertrand Delanoë et de Madame Hidalgo dans l'urbanisme et sur le logement. Depuis 2014, elle a changé, elle est passée dans l'opposition à cette majorité et donc effectivement, elle a un nouveau discours. Bon, mais aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir qui est en face de moi. Est-ce que c'est la Danielle Simonet de 2008-2014 ou est-ce que c'est la Danielle Simonet de 2014 à nos jours? C'est quand même très important. De 2014 à nos jours, puisqu'elle s'oppose. Alors, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Alors, attendez, peut-être finissez, vous allez répondre. Et donc, sur la densité, effectivement, il y a une vision un peu fantasmagorique de Paris en disant la densité, c'est affreux, etc. En réalité, l'île Saint-Louis, on vit plutôt bien, si j'en vois les valeurs immobilières augmenter. Mais par exemple, le projet de Bercy-Charenton est beaucoup plus dense que la Courneuve, où on vit beaucoup moins bien. Donc le problème n'est pas un problème de densité uniquement. Le problème, c'est aussi un problème de qualité de la vie. Et là, on en revient aux problèmes environnementaux, on en revient aux problèmes de transport, on en revient aux problèmes d'emploi, puisque l'emploi, on va en débattre lundi matin, il y a une communication de la maire sur ce sujet-là. Et on sait bien que sur l'emploi, Paris n'est pas très en forme. Avec 7% de taux de chômage, on est très largement au-dessus de Londres, au-dessus de capitales qui sont comparables. Alors, Danielle Simonet, vous étiez attaqué notamment sur votre positionnement, vous pouvez répondre. Oui, d'abord, moi je reconnais qu'il y a toujours un enjeu aussi d'évoluer et de réfléchir et sur ces questions, sur ces thématiques environnementales, écologiques. Oui, je n'étais pas en 2008 sur les mêmes positions sur lesquelles je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, les rapports ne nous alarmaient pas de la même manière. Et je suis maintenant convaincue que les tours de grande hauteur, et c'est pour ça que j'avais pris position en défaveur de la tour Triangle, sont une aberration. Je suis convaincue que bétonner le moindre mètre carré à Paris est un non-sens. Et je pense que la problématique du logement à Paris et sur un territoire plus vaste doit aussi se poser autrement. Aujourd'hui, le problème, il est étroitement lié à la spéculation. C'est-à-dire le droit de spéculer sur le logement l'emporte sur le droit au logement. On a 110 000 logements vides à Paris. On a un nombre tout autant de résidences secondaires. Par le biais de la réquisition des logements vides, on peut résoudre le problème du logement sans aller à l'encontre de l'impératif écologique. Bon, ça fait partie des solutions de facilité dont Danielle Simonet est coutumière au Conseil de Paris. Oui, on va réquisitionner, puis on va régler le problème du logement comme ça, avec un claquement de doigts. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le problème du logement n'est pas réglé à Paris. Aujourd'hui, en 2001, il y avait à peu près 90 000 demandeurs de logement. On est aujourd'hui à peu près 200 000. Donc la politique du logement menée depuis 3 mandatures est un échec. Et pourtant, on y a consacré 500 millions d'euros par an. 500 millions d'euros par an, c'est considérable. Donc cette politique du logement ne peut être résolue que par une métropolisation. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, on en a fait. D'ailleurs, c'est aussi le cas d'un certain nombre de communes qui ne veulent pas lâcher, par exemple, le permis de construire. Beaucoup de maires sont encore attachés au permis de construire. Si vous continuez cette politique un peu d'isolation, on n'y arrivera pas. Et la maire de Paris n'a pas fait de progrès de ce point de vue-là depuis 2014. Par exemple, sur le projet de Bercy-Charenton, il y a de la densification prévue du côté de Paris, mais aussi du côté de Charenton. Oui. C'est un projet, vous dites oui à ce projet ou... Alors nous l'avons voté, nous avons essayé de l'améliorer, nous avons quelques satisfactions sur ce sujet. Je reconnais qu'il reste relativement dense. Je pense que si en 2020 il y a un changement de majorité, il faudra revoir ce projet. En l'état actuel, et ce qu'il faut faire dans Paris maintenant, il y a très peu encore de terrains où on peut construire. Il y a Bercy-Charenton, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Il y a les terrains du nord-est parisien qui sont autour de la porte d'Aubervilliers. Et puis après, Paris sera à peu près terminé. Puisque la ZAC des Batignolles va se terminer aussi. Et là, le Paris-Rive-Gauche aussi. Donc, la prochaine municipalité, son enjeu, ça n'est plus de construire ou d'aménager. Son enjeu, c'est de terminer ce qui est construit, de le revoir éventuellement, et surtout d'embellir Paris. Je voudrais quand même rajouter sur le fait que concernant la réquisition, c'est pas du tout une question de facilité. D'ailleurs, ça n'a jamais été véritablement appliqué sur Paris. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'un député, il y a un député Les Républicains qui s'appelle Aurélien Pradier et qui justement porte une proposition de loi pour donner plus de pouvoir aux élus locaux pour appliquer la loi de réquisition, qui aujourd'hui n'est pas appliquée. Donc on est vraiment, 110 000 logements vides, c'est un véritable problème quand on voit qu'il y a plus de 5 000 personnes qui sont sans logement. Et je terminerai en disant que l'organisation de la rareté du logement
C'est comme ça que s'organise la spéculation. Et pour en revenir sur le projet Bercy-Charenton, qui est vraiment un très mauvais projet, les 6 tours de grande hauteur, il faut savoir que les tours de grande hauteur en soi sont énergivores, pour pouvoir les construire et y avoir les fondations, le projet de la ville prévoit de bazarder des 6 tunnels des artisans. Or, on a sous terre un patrimoine hallucinant qui est un frigidaire naturel. Vous avez 6 tunnels qui, tout au long de l'année, sont à 14 degrés. Qu'il fasse hyper chaud ou hyper froid, c'est à 14 degrés. Donc on a une possibilité là d'avoir un équipement en termes des derniers kilomètres. Donc sur les problématiques de logistique, vous avez dans ces tunnels des artisans, vous avez des cavistes, vous avez des primeurs qui sont aujourd'hui menacés, alors qu'on devrait au contraire développer ces tunnels par rapport à une réflexion sur aussi l'autosuffisance alimentaire de Paris qui tient pas plus de 24 heures, 48 heures. L'affaire de la réquisition des logements ne tient pas la route, puisque chaque fois on nous dit, à chaque période électorale, on nous dit il y a 110 000 logements qui ne sont pas occupés dans Paris. C'est parfaitement faux, on le sait très bien. Aujourd'hui, c'est à peu près, on a fait des enquêtes à partir des recettes fiscales de la direction des impôts. On estime à peu près à 30 000 logements. Non, c'est complètement faux, monsieur. Bien sûr, il y a plus de 110 000 logements. Il y a 30 000 logements qui sont vides actuellement à Paris. Et il y a presque 300 000 mètres carrés de bureaux vides. Avec cette réquisition. Oui, et on ne veut pas le faire. Vous savez pourquoi on ne veut pas l'appliquer? Parce que la propriété l'emporte sur le droit au logement. La crise du logement ne sera résolue à Paris que si on la métropolise. C'est tout. Quel est l'avis? Vous soutenez Benjamin Griveaux? Oui, absolument. Quel est son avis sur la question? Il nous reste quelques secondes. Privatiser le logement social. Je crois que la prochaine étape de Paris, ça n'est pas maintenant de densifier. La prochaine étape dans Paris, c'est d'embellir. Et il y a 3 priorités pour cela. La première priorité, c'est de lancer un grand concours d'architecture sur la rive droite. C'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il faut absolument que ce soit embelli. Aujourd'hui, c'est assez lamentable. Deuxième priorité, c'est augmenter la piétonisation. Il faut multiplier par 3 la piétonisation dans Paris. Et troisième priorité, ce sont les portes de Paris qu'il faut embellir. Merci beaucoup d'être venu participer à cette deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup Daniel Simonet d'être venu pour la totalité de l'émission. À suivre au Conseil de Paris dès demain, notamment une délibération sur laquelle vous allez voter contre chacun. C'est Clear Channel qui a remporté le marché des panneaux publicitaires à Paris. On suivra ça donc dans notre journal peut-être notamment. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'essentiel de l'information sur l'essentiel